Bonjour chers élèves, chers candidats au baccalauréat. Bien, précisons que, à travers les relations internationales et à travers l'histoire de l'humanité, bien de phénomènes et de pratiques sont survenus: la colonisation, l'esclavage, le racisme et bien d'autres pratiques de ce genre. Cela a engendré des résistances, des révoltes, parce que les peuples assujettis, dominés, tentaient de s'affranchir de cette tutelle. Il s'agit dans ces conditions, dans la troisième et dernière grande partie de notre réflexion, d'examiner la nécessité de décoloniser et désaliéner, deux exigences de l'humanité. Précisons ici que les termes décoloniser et désaliéner sont utilisés comme des substantifs, c'est-à-dire des noms, des notions, qui visent à mettre fin, d'une part, à un ordre colonial de domination politique, économique, et à un ordre d'aliénation culturelle, intellectuelle. Dans le premier sous-aspect, nous allons voir donc, en petit 1, décoloniser et désaliéner comme refus de la domination. Pourquoi le refus de la domination? Nous pouvons relever simplement que la colonisation a constitué à une époque donnée un processus au cours duquel des peuples, notamment les peuples d'Europe, se sont engagés à assujettir et à réduire à l'esclavage des peuples, notamment d'Afrique, les peuples noirs. C'est cela qui a conduit à ce qu'on appelait l'ethnocentrisme. Que retenir de cette notion? L'ethnocentrisme n'est rien d'autre qu'une tendance qui vise à privilégier un type de société et de culture auquel on appartient et à faire prévaloir cette culture, ces sociétés au-dessus des autres. D'ailleurs, dans l'histoire de la pensée, nous pouvons citer Montesquieu. Montesquieu, auteur de l'Esprit des lois, promoteur du principe de la séparation des pouvoirs à la suite de Locke, a expliqué dans son ouvrage de l'Esprit des lois que l'esclavage des Noirs, de même que l'extermination des Indiens en Amérique, fut légitime parce que ces peuples ne faisaient pas partie de l'humanité. D'ailleurs, aux yeux de Montesquieu et de bien d'autres, les peuples noirs d'Afrique et les Indiens d'Amérique n'avaient pas le bon sens, autrement dit, n'avaient pas la raison, alors que c'est la raison qui caractérise l'humanité. Contre une telle vision, nous avons assisté à l'émergence d'un ordre de pensée intellectuelle et critique, notamment la négritude, dont les grandes figures ont été Senghor, Césaire, Damas, Frantz Fanon. Ceux-ci ont revendiqué contre l'ethnocentrisme et contre la vision hégémonique de l'Occident et de l'Europe les valeurs africaines, en faisant comprendre que les peuples noirs étaient aussi membres de l'humanité au même titre que les peuples d'Europe. Cela nous donne l'occasion d'expliquer que finalement, la diversité des cultures peut servir à l'humanité de moyen de son enrichissement. D'ailleurs, l'un des derniers grands penseurs, Claude Lévi-Strauss, pour préciser, a vécu centenaire parce qu'il a vécu en 1908 et 2009. Il faisait remarquer ceci, et je cite: « Aucune société n'est foncièrement bonne, aucune société n'est absolument mauvaise. » Il s'agit alors, pour Lévi-Strauss, de sortir du schéma selon lequel certains peuples avaient plus de droits, avaient plus de connaissances et avaient des cultures meilleures à celles des autres. Et son ouvrage Tristropique nous permet de comprendre que finalement, pour saisir l'humanité, il faut promouvoir la diversité culturelle. C'est cela qui nous conduit à notre deuxième et dernier sous-aspect, la diversité culturelle comme facteur d'enrichissement de l'humanité. Que comprendre d'une telle approche? On peut entendre par diversité culturelle la nécessité d'admettre l'ensemble des valeurs
l'ensemble des principes qui déterminent tous les peuples vivant sur Terre, dans la mesure où chaque peuple, par rapport à son histoire, par rapport à ses croyances, par rapport à ses principes, possède un ensemble de principes, un ensemble de valeurs qu'il est capable de partager. Et en même temps, il est capable de recevoir les valeurs des autres. D'ailleurs, nous retenons avec Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a vécu de 1900 à 1944 cette pensée bien remarquable. Et je cite, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Dans son ouvrage « Terre des hommes ». Nous voyons bien dans la pensée l'expression « mon frère », expliquant par là, peu importe la diversité culturelle, peu importe la différence de couleur, peu importe les origines, peu importe le genre, il faut voir en tout homme un membre de l'humanité. D'ailleurs, Auguste Comte, aussi un des grands penseurs fondateurs de ce qu'on nomme le positivisme, précisait, et je cite, « Tout en nous appartient à l'humanité. Et notre harmonie morale repose exclusivement sur l'altruisme. » Dans son ouvrage « Le catéchisme positiviste ». Ces idées peuvent nous conforter, dans le sens que, finalement, l'ethnocentrisme, les discriminations, les ségrégations, le racisme ne peuvent contribuer à faire prévaloir l'humanité. Et nous terminons en nous référant à deux grands hommes qui ont marqué la vie politique, intellectuelle de notre continent africain. D'une part, Senghor, d'autre part, Nelson Mandela. Ces deux grandes figures ont contribué à faire rayonner ce qu'on peut appeler une civilisation de l'universel, car tous les peuples, les Noirs, les Blancs, les Indiens, les hommes, les femmes comme les enfants, font partie de l'humanité. Que pouvons-nous retenir en guise de conclusion? Retenons ceci. En définitive, l'histoire permet de saisir le parcours des hommes et des peuples à travers le temps. Elle donne l'occasion de rendre compte des productions et des acquis résultant de la culture, de la civilisation et de l'existence. C'est pourquoi il paraît légitime de rejeter ou de refuser l'ethnocentrisme et la domination au sein de l'humanité, en faisant rayonner le rationalisme parce que tout homme, quel qu'il soit, possède une raison, comme nous l'enseigne la philosophie. C'est sur ce que nous achevons notre leçon en passant à une activité d'évaluation. Nous aurons précisément à voir ensemble un commentaire de texte. Évidemment, le cadre aujourd'hui ne permet pas de faire une rédaction intégrale. Ce sont les activités préliminaires que nous allons exposer ensemble qui vous serviront, chers élèves, à vous exercer, à vous entraîner à rédiger un devoir de commentaire de texte. Le texte que nous avons choisi est un texte de Jean-Paul Sartre. Nous vous faisons lecture du contenu du texte. Soyez donc suffisamment attentifs pour en percevoir les orientations et cela vous aidera certainement à conduire votre travail à la maison. Je débute donc la lecture du texte de Sartre. Sartre écrit « L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. D'après ceci, nous pouvons comprendre pourquoi notre doctrine fait horreur à un certain nombre de gens, car souvent, ils n'ont qu'une seule manière de supporter leur misère, c'est de penser « les circonstances ont été contre moi ». Bien sûr, je n'ai pas eu de grand amour ou de grandes amitiés, mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui en fussent dignes. Je n'ai pas écrit de bons livres, c'est parce que je n'ai pas eu de loisirs pour le faire, je n'ai pas eu d'enfant à qui me dévouer, c'est parce que je n'ai pas trouvé l'homme avec lequel j'aurais pu faire ma vie. Or, en réalité, pour l'existentialisme, il n'y a pas d'amour autre que celui qui se construit. Il n'y a pas de génie
autre que celui qui se manifeste dans un amour. Il n'y a pas de génie autre que celui qui s'exprime dans les œuvres d'art. Le génie de Proust, c'est la totalité des œuvres de Proust. Le génie de Racine, c'est la série de ses tragédies. En dehors de cela, il n'y a rien. Pourquoi attribuer à Racine la possibilité d'écrire une nouvelle tragédie, puisque précisément, il ne l'a pas écrit? Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Alors, chers élèves, le travail d'étude de ce texte reposera sur les activités suivantes. Premièrement, nous verrons la problématique du texte. En second lieu, nous allons exposer la structure du texte pour l'étude ordonnée. Et en dernier ressort, nous examinerons un intérêt philosophique comprenant une critique interne et une critique externe. Pour démarrer donc, grand 1, problématique du texte. Thème, l'homme et son devenir. Problème, l'homme a-t-il une emprise sur son devenir? Comme thèse, donc le point de vue de Sartre dans le texte, l'homme est entièrement responsable de son devenir. La thèse contraire, à savoir l'antithèse, l'homme est soumis au déterminisme. Ce que l'auteur vise immédiatement, l'intention, l'auteur veut montrer que l'homme est le sujet de son devenir. Comme enjeu, la liberté. En second aspect donc, la structure logique du texte en vue de son étude ordonnée. Nous pouvons relever que dans ce texte de Sartre, il existe deux mouvements. Premièrement, de la ligne 1 à la ligne 11, de l'homme n'est rien à ma vie, l'idée qui suit. L'homme est fondamentalement libre et responsable de son devenir. Le second mouvement, de la ligne 11 à la ligne 18, de or en réalité à il n'y a rien, comme idée, l'existentialisme comme expression de l'engagement de l'homme. Que peut-on retenir au plan critique de ce texte de Sartre? Je vais parler de l'intérêt philosophique. Vous devez savoir, chers élèves, que dans une analyse philosophique, l'intérêt philosophique est crucial, est fondamental, et ça, vous devez le savoir depuis la classe de première. Alors, pour l'intérêt philosophique, nous retenons, en guise de critique interne, ce texte de Sartre, on peut le qualifier comme un texte de nature polémique. Et le raisonnement que l'auteur adopte, il est antithétique. Retenons aussi que la démarche de l'auteur s'inscrit dans la droite ligne de son intention, voulant montrer que l'homme est le maître, l'homme est le sujet, l'homme est le responsable de son devenir. En guise de transition pour la critique externe, interrogeons-nous en ces termes. L'homme est-il toujours responsable de son devenir? Alors le grand B nous permettra d'évaluer la critique externe. Je vous donne les consignes pour la critique externe avant de l'exposer. Dans une critique externe relativement à un texte de commentaire philosophique, il y a deux axes. Le premier axe renvoie à un exposé sur la thèse de l'auteur. Et le second axe donne l'occasion de faire un dépassement. Parce que, au plan critique, au plan philosophique, l'antithèse n'est pas nécessairement une réfutation de la thèse. Elle vise à dépasser la thèse. Revenons alors à l'axe 1. En axe 1, retenons l'homme comme un être entièrement responsable de son devenir. Premier argument, retenons ceci, l'homme est un être qui existe d'abord et par la suite se réalise. Nous pouvons faire référence à Sartre. Sartre fait savoir l'existence précède l'essence. Dans l'existentialisme est un humanisme. Idée dont la signification nous permet de dire que pour Sartre, les hommes sont les maîtres, sont les responsables de leur vie. En second argument, nous pouvons retenir l'homme trace lui-même le chemin de son devenir à travers les différentes contradictions sociales. À ce titre,
faisant référence à Marx et Engels, qui soutiennent ceci: l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de la lutte des classes, confère l'ouvrage commun, le manifeste du Parti communiste. En guise de synthèse de cette première partie, nous pouvons retenir que pour ces différents auteurs et pour cette vision, admettons que les hommes sont les maîtres de leur histoire. Pourtant, dans le second axe, une vision contraire va prévaloir. Alors, le second axe, ce sera l'homme est le produit de son devenir. Le terme produit peut avoir pour synonyme l'instrument, le jouet, l'objet. Ici, en guise d'argument 1, nous pouvons dire que l'homme est un objet au service de l'histoire ou de la raison qui l'utilise à sa guise et contre sa volonté. Citons à ce propos Hegel. Hegel affirme, semblable à Mercure, le conducteur des âmes, l'idée est en vérité ce qui mène les peuples et le monde. Et c'est l'esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et qui continue de guider le monde, la raison dans l'histoire. Chez Hegel d'ailleurs, la formule suivante est admise: Hegel parle de la ruse de la raison. Autrement dit, pour Hegel, il existe une force surnaturelle. Cette force surnaturelle est à l'œuvre dans l'histoire des hommes et c'est à cette force que les hommes sont assujettis. Précisons aussi que chez Hegel toujours, une vision religieuse est intégrée parce que dans les leçons sur la philosophie de la religion, Hegel explique que tout dépend de Dieu et que c'est Dieu qui donne aux hommes et la liberté, c'est Dieu qui conduit les hommes. En deuxième argument, l'homme ne fait que réactualiser un plan élaboré par Dieu. À ce niveau, nous pouvons citer les penseurs comme Épictète. Épictète, c'est un des maîtres du stoïcisme à l'origine, qui fait remarquer ceci: souviens-toi que tu es acteur dans la pièce où le maître qui l'a écrite a bien voulu te laisser entrer. Pensez pour moi-même. Finalement, avec Marc Aurèle, comme second auteur, nous retenons aussi ce qui suit. Tout ce qui arrive est nécessaire et utile au monde universel dont tu fais partie. Ouvrage de référence manuel. Alors, chers élèves, au terme de ce travail préparatoire, nous vous invitons à poursuivre les activités, à vous exercer, à vous entraîner, et j'espère que votre engagement permettra de mieux préparer votre examen du baccalauréat et que vous serez des lauréats, que vous serez donc admis à la session 2020. Pour finir, chers élèves, chers parents, chers téléspectateurs, vu le contexte sanitaire que nous traversons, il est recommandé à chacun de se conformer aux recommandations des agents de santé du ministère et du gouvernement pour que les mesures barrières nous permettent de sortir rapidement de ce contexte et enfin de retrouver nos classes pour mener à terme notre année scolaire. Merci et à la prochaine fois.